Salut! Après une première introduction au LISP et à la limitation ou l'arrêt des traitements, on va parler représentation de l'agonie. Le sujet est tellement vaste qu'il faudra certainement pas mal d'épisodes pour vous aider à y voir plus clair. Mais pour bien commencer, alors on va déjà définir ce que sont les représentations. Mais avant ça, il faut que je vous raconte un truc. Le 15 novembre 1985, les écrans de télévision du monde entier diffusent des images d'Omaira Sanchez, une jeune Colombienne de 13 ans. Elle est piégée dans les décombres de son village après l'éruption du volcan Nevado del Ruiz le 13. Moi, j'ai 11 ans. Je suis à Kinshasa, au Zaïre, devant un mini-poste de télévision et je ne comprends pas pour quelle raison, pendant 3 jours, les secours n'arrivent pas à l'extraire de là. La 3e nuit, elle a des hallucinations, elle dit qu'elle ne veut pas se mettre en retard pour l'école et elle décédera le 16 novembre. Franck Fournier, un photographe français, est sur place. Sa photo, intitulée « L'agonie d'Omaira Sanchez », fera le tour du monde. On lui reprochera un voyeurisme morbide et il répondra que la photo a aidé à faire connaître le drame de la population locale face à l'abandon des autorités colombiennes. Ceci n'est donc pas une photo d'Omaira Sanchez. Que nous le voulions ou non, l'agonie fait partie de nos vies, de celles de nos proches, de celles de tant d'inconnus dont le compte s'égrène au journal de 20 h, pour déterminer la hiérarchie de l'information. De tout temps, l'agonie a été représentée dans un processus viscéral pour contourner les barrières que cet impensable met pour nous empêcher de sombrer dans un vertige existentiel. À travers les âges, la peinture, la littérature, la chanson, le cinéma ont extirpé cette zone grise de notre cerveau pour en faire un matériau tantôt spectaculaire, tantôt subversif, en le travaillant sans relâche pour lui donner la forme la plus édulcorée et la plus éloignée de la réalité, comme la plus brutalement pertinente. Ce que le grand public prend pour acquis et que la culture véhicule à longueur de fiction influence leur vision de l'agonie. Elle fait souvent de ce moment une apothéose de la relation, un climax de la dernière révélation avant l'expire. My father's work is done. Or nous, soignants, qui faisons partie de ce grand public dans notre vie personnelle, travaillons dans notre vie professionnelle avec le vivant qui va un jour mourir. Et lorsque celle ou celui qui va affronter cette étape inéluctable et son entourage se tournent vers nous, en faisant appel aux seules images qu'ils connaissent de l'agonie, celles véhiculées par une culture partagée et qu'on appelle populaire, en s'étonnant qu'elles ne correspondent pas à ce qu'elle ou il affronte, il nous faut pouvoir répondre, pas forcément par des mots ou des actes, mais en faisant appel à ce que nous nous représentons nous-mêmes et qui peut servir pour la rendre intelligible, acceptable par l'autre. Grand 1, représentation et agonie. 1A, représentation. Notre univers mental est fait de représentations. On l'a compris, elle traduit ce que nous retenons de nos interactions avec le monde. La réalité n'existe que par les représentations que l'on s'en fait. Je vous renvoie aux travaux de Michel Denis, à la théorie du double codage d'Alan Paivaux, qui a permis de comprendre que les objets de représentation peuvent être codés de façon imagée ou verbale, à Émile Durkheim, qui est à l'origine des concepts de représentation sociale, individuelle et collective, et à la définition de Dennis Jodelet, pour qui c'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Tous ces concepts seront retravaillés par Serge Moscovici dans les années 60-70 pour aboutir à la définition de la représentation sociale comme élaboration d'un objet social par une communauté avec l'objectif d'agir et de communiquer, comme c'est le cas dans une équipe de soins par exemple, qui travaillerait en soins palliatifs. La représentation de la mort, c'est un peu compliqué. En même temps que Freud théorisait l'impossibilité de se représenter sa propre mort pour la vie psychique, toutes les civilisations se bousculaient pour tenter de la représenter à travers des productions culturelles. Des peintures, des dessins, des sculptures, des bijoux, des écrits, des vues, des lus, des chantés. Elle va mourir là, maman. Un irreprésentable qui joue donc quand même pas mal sa fonction d'embrayeur pour la création de la pensée, mais qui nous laisse en qualité de spectateurs.
De son côté, Elisabeth Kübler-Ross décrit les étapes d'une mort représentable. Vous avez dû entendre parler de ces différentes phases, le déni, la révolte, le marchandage, la dépression, l'acceptation, dans lesquelles le patient est soutenu tout au long d'un cheminement pour accéder à une forme de résignation. Ok, donc on vient de passer la rivière du déni et la forêt du marchandage, mais je ne sais pas si j'ai envie d'aller du côté des falaises de la révolte ou si je commence par l'océan de la dépression. Comment on fait si un patient n'emprunte pas cette voie-là ? Il y a un autre modèle auquel j'ai tendance à adhérer un peu plus, qui est proposé par le psychologue Jérôme Alrich, qui s'inscrit dans le courant développé par Freud d'une impossibilité à se représenter sa propre mort, dans une éloge de la tranquillité au sein de laquelle le patient a le droit d'être ambivalent, contradictoire, clivé, dans des mécanismes de défense que les professionnels se garderont bien de déconstruire pour le patient. Et ça me plaît bien. 1B, l'agonie. 1B1, l'agone. Ah non, c'est vrai, ce sera dans le prochain épisode. Likez, followez, faites en sorte qu'Infirmier Reporter ait plus de 10 abonnés sur YouTube, Facebook, Twitter, Insta, et relayez les vidéos auprès de vos proches, collègues, amis. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et lumineuse journée.